Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui sera consacrée à l'Inde et pour laquelle nous recevons Jean-Luc Racine. Cette émission thématique qui, comme toutes nos émissions thématiques, est soutenue par le groupe d'assurance MMA qui non seulement contribue au financement de la production de ces émissions, mais fait également connaître notre émission à ses clients et à ses employés, et que nous remercions, comme nous remercions celles et ceux d'entre vous qui sont venus à notre secours financier, soit en nous envoyant un chèque, soit en adhérant, en prenant un abonnement, et parmi eux, Jean-Marc Cotin, Jean Allaume, Pierre Nonne et Marc Bellit. Marc-Olivier Padis. Alors je remercie très chaleureusement Michel Pott, Marie-Noël Manseron, Luc Béraud, Yannick Gomez et Dina Ponce. Jean-Luc Racine, puisque vous voulez bien vous joindre à notre cœur. Mais certes, merci donc à Pierre Monin, Guillaume Jimenez, Éric Olivier, Arnaud Carsenac et Verrières-le-Buisson, ce qui semble être un pseudonyme, mais Béatrice, que nous remercions néanmoins. Absolument. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, je remercie Fabrice Tournebise, Michel Dardy-Crétin, Alexandre Vignoli et Pierre Petit. François Bujon de l'Étang. Pour ma part, j'exprime nos remerciements à Olivier Jantet, Alexandre Bans, Éric Rochon, Pierre Garelli et Jacques Dalérac. Merci donc à tous et venons-en maintenant. Je n'ai pas nécessaire que je vous présente ceux qui sont autour de cette table, vous venez d'entendre leur nom et leur voix. Venons-en maintenant à l'Inde avec vous, Jean-Luc Racine. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, vous êtes chercheur senior au think tank Asia Center à Paris et vous avez dirigé de 1992 à 2001 le programme franco-indien de coopération en sciences sociales. Vous êtes également membre du conseil scientifique du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique et membre émérite de divers centres de recherche indiennes, pakistanaises et européennes. Vous siégez dans la revue Questions internationales et au conseil éditorial des revues The India Review et Samaj, si je le prononce convenablement. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez également dirigé l'annuaire Asie de 2013 à 2016 et vous êtes considéré comme l'un des grands spécialistes de la géopolitique en Asie du Sud et notamment spécialiste des dynamiques de transformation interne de l'Inde contemporaine et de son insertion dans le nouvel ordre mondial. L'Inde est devenue indépendante en 1947. Aujourd'hui, c'est une république parlementaire fédérale, considérée comme la plus peuplée des démocraties mondiales, avec 17% de la population du monde. C'est un foyer de civilisation parmi les plus anciens, considéré comme le berceau de 4 religions majeures, l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme et le sikhisme. Mais le christianisme et l'islam s'y sont implantés et y occupent de longue date et y occupent une place importante. Le pays a récemment été traversé par une vague de nationalisme, notamment lors des derniers scrutins régionaux qui se sont tenus en mai dernier. Le BJP, le parti nationaliste hindou auquel appartient l'actuel Premier ministre, Narendra Modi, a pris le contrôle de plus de 3/4 des États. Victoire qui n'a pas été obtenue sans heurts et sans ratés, comme dans l'État de Karnataka, dans le sud du pays, où le BJP a été accusé de corruption. Excellent communicant, le Premier ministre Modi, élu en 2014, mène une politique teintée de nationalisme. Il a lancé en 2014 notamment un programme de développement économique baptisé Make in India afin d'accélérer l'industrialisation du pays et la modernisation de son économie. Sur la scène internationale, l'enjeu pour l'Inde est de mieux s'insérer sur les marchés économiques mondiaux tout en s'inscrivant dans la lutte globale contre le terrorisme et dans la lutte contre le changement climatique. Premier importateur d'armes au monde, Delhi souhaite renforcer son influence militaire, notamment dans l'océan Indien, où la montée en puissance des pays asiatiques inquiète.
Ce contexte tendu se reflète dans les tensions frontalières entre Chine et Inde, le long des 6000 km de frontières que partagent ces deux géants asiatiques, mais aussi dans la guerre d'usure que le pays entretient avec le Pakistan au Cachemire. À l'intérieur, les défis de l'Inde sont nombreux, puisque comparativement à sa population et à l'immensité de son territoire, le pays est pauvrement doté en ressources énergétiques. Le gouvernement a d'ailleurs mis en place une politique de développement des énergies renouvelables et du nucléaire face aux défis environnementaux et à la pollution qui touchent l'ensemble du pays. On avance que 30% des morts prématurées seraient dues à la pollution. Enfin, si la libéralisation économique lancée dans les années 90 a permis l'émergence d'une classe moyenne urbaine, la situation de nombre d'habitants, notamment dans les villes, reste précaire et à Bombay, ville de plus de 20 millions d'habitants, 60% de la population vit dans des bidonvilles et seuls 20% a accès à l'eau courante. Nous allons essayer d'entrer dans les détails de cette double situation avec vous, Jean-Luc Racine, de la situation internationale et de la situation intérieure. Et peut-être la première question, si vous voulez bien, serait, et elle est large, de savoir si la situation intérieure n'est pas l'un des handicaps, comme on parle de handicap dans les courses de chevaux, le plus important pour le développement de la situation internationale, de la place de l'Inde à l'intérieur du système mondial. La question que vous posez, évidemment, renvoie à celle de la définition de la puissance. Est-ce qu'un pays puissant, et l'Inde aujourd'hui est, disons, un pays en quête de puissance, les gouvernements congressistes précédents étaient très mesurés dans leur formulation, un peu comme la tradition chinoise demandait aux responsables avant Xi Jinping de souligner que la Chine n'était qu'un État en voie de développement, etc. Les choses ont un peu changé dans le discours chinois. Le discours indien sous Narendra Modi concède plus volontiers que la quête de puissance est là. La vraie question est double, c'est-à-dire la puissance pourquoi ? Est-ce que c'est la puissance pour un rayonnement international et sur quoi s'appuie-t-elle ? Donc oui, on peut répondre à votre interrogation de façon claire en disant que la dichotomie entre le poids de l'Inde en tant que tel et la situation des Indiens, 1,270 milliard aujourd'hui. La population de l'Inde dépassera la population chinoise probablement vers 2030. Et si vous voulez, on peut résumer le paradoxe indien, si c'est un paradoxe, en 2 chiffres, et je ne vais pas vous assommer de chiffres. L'Inde sera, dans 1 an ou 2, la 5e puissance économique mondiale, c'est-à-dire qu'elle est en train de dépasser la France et la Grande-Bretagne. Les 3 pays sont dans un mouchoir de poche aujourd'hui. Donc, vu le taux de croissance indien et les taux de croissance européens, c'est un fait acquis. Mais sur l'indice du développement humain, donc qui mesure selon des critères onusiens ce qu'est véritablement la situation intérieure d'un pays en croisant des indices économiques, mais aussi des indices de bien-être social, ou de mal-être social comme on veut. Là, l'Inde ne caracole plus dans les 10 premiers ou bientôt dans les 5 premiers, l'Inde est 131e sur quelques 180 États. Donc il y a cette dichotomie entre la masse du pays et ce qu'il représente aujourd'hui, et la réalité vécue par les Indiens. C'est bien pour cela que les politiques, que ce soit le parti du Congrès qui a gouverné de 2004 à 2014, donc 2 mandats successifs, ce qui est assez rare dans le système indien, et le parti du peuple de Bharat, c'est le nom sanskrit de l'Inde, donc Bharatiya Janata Party, BJP, en changeant le vocabulaire, mais en réalité, donc tous les deux affichent
où ont affiché une volonté de mener à bien ce qu'on appelle une croissance inclusive. C'est pas un problème, évidemment, limité à l'Inde. La croissance inclusive, c'est quoi? Et là, on n'est plus sur les questions de puissance, on est sur la question du développement. C'est quoi le développement? La réponse brève qu'avait donnée Friedman il y a fort longtemps, c'est le développement, c'est tout l'homme, tous les hommes. Donc tout l'homme dans toutes les dimensions de son émancipation et de son accomplissement, et tous les hommes. Donc on renvoie là encore à de vieilles questions dont on parle d'ailleurs dans la France d'aujourd'hui. Est-ce que la percolation des fruits de la croissance fonctionne? L'Inde a connu dans les années 2005-2007 3 années successives donc, de croissance supérieure à 9%. On se demandait à ce moment-là, est-ce qu'elle va rattraper ce qu'avait été le modèle chinois? Mais le contre-coup de la crise financière de 2008, qui n'a pas touché beaucoup l'Inde, qui l'a pas touché directement en réalité, mais le contre-coup, l'affaiblissement des économies, qu'on va dire occidentales, a ralenti son taux de croissance. Aujourd'hui, on est vers 6,5. Le FMI annonce 7, 7,2, 7,4 dans les 2 années qui viennent. Alors certes, la pauvreté recule, mais la pauvreté, c'est comme tout le reste en Inde, c'est un objet de débat. C'est-à-dire, quels sont les critères crédibles pour définir ce qu'on appelle, dans le jargon des économistes, le seuil de pauvreté. Bien souvent, me semble-t-il, ce qu'on appelle le seuil de pauvreté flirte avec le seuil de la misère. Et à ce moment-là, donc, ça n'est pas très significatif. Donc, il y a des débats sans fin. Il faut se rappeler la définition que donnait Amartya Sen des Indiens, the argumentative Indian, les Indiens qui débattent, et c'est vrai que l'Inde, c'est une société de débat. Et c'est sans doute en ce sens que les définitions générales qu'on retrouve sur la scène géopolitique, quand des pays occidentaux envoient leurs représentants en Inde ou l'inverse, ou dans la relation entre les États-Unis et l'Inde, on nous redonne souvent la sérénade, les États-Unis, la plus vieille démocratie du monde, l'Inde, la plus grande démocratie du monde, par le nombre de ses électeurs. Donc c'est pas faux. Mais au cœur du problème est aujourd'hui la question de qui bénéficie des fruits de la croissance et qui va en bénéficier si la croissance redémarre véritablement pour atteindre 7 ou 8%. Pendant longtemps, on avait dit il faut 10% sur plusieurs années pour véritablement sortir le pays de ce qu'on appelait jadis le sous-développement. Il est clair qu'aujourd'hui, ça n'est plus la question. Je veux dire, l'Inde est à coup sûr un pays émergent. On ne se pose pas, quant à l'Inde, la question qu'on peut se poser sur la Chine, si on se la pose encore, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre d'observateurs qui considèrent que la Chine est devenue un pays émergé, qui n'a pas encore forcément tous les atouts d'une grande puissance mondiale. Mais là aussi, on reviendra peut-être sur cette question du parallélisme ou de l'antagonisme entre l'Inde et la Chine. Il est clair qu'aujourd'hui, les 2 pays ne jouent pas dans la même catégorie, si j'ose dire. Il fut un temps où la puissance économique chinoise était à peu près égale à celle de l'Inde, un temps où elle était le double, aujourd'hui c'est 5 fois plus. Donc il y a là une disparité qui est devenue structurelle, et l'une des questions qui se pose au croisement de vos 2 interrogations, ce qui se passe en interne et la capacité de se projeter en externe, est liée à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire une puissance si on n'a pas d'abord rehaussé les paramètres socio-économiques au bénéfice de l'ensemble de la population? François Bujon de l'Étang. C'est inévitable de faire le parallèle entre la Chine et l'Inde, bien entendu, ne fût-ce que par la taille à la fois continentale et par le poids
humains de leurs populations respectives. Et à cet égard, vous venez de soulever un lièvre, si j'ose dire, qui est tout à fait intéressant. C'est que le poids de l'Inde sur la scène mondiale aujourd'hui n'est pas comparable à celui de la Chine. On le voit dans l'ensemble des problèmes d'équilibre géopolitique, on le voit dans les problèmes également de gestion, si j'ose dire, de l'économie mondialisée. Comment se fait-il alors? C'est ma première question. J'en ai une seconde sur le parallèle entre deux pays. Ma première question, c'est celle-là. Comment se fait-il? Est-ce que l'Inde est un géant économique, au fond, presque autant que la Chine, un peu derrière, mais qui quand même est sur la même trajectoire, mais elle reste, pour reprendre la vieille expression qui concerne généralement l'Allemagne, un nain politique comparé à la Chine. Monsieur Modi est un personnage extraordinairement charismatique, intéressant, mais il n'a pas du tout sur la scène mondiale la même audience que Monsieur Xi Jinping, par exemple. Alors, est-ce que ça tient aussi au fait que l'Inde est une démocratie et que la Chine est encore un régime communiste dirigé par le Parti communiste? C'est ma première question. J'en ai une seconde après sur ce même thème, mais nous y reviendrons plus tard. Peut-être s'il y a sur le même thème d'autres questions, c'est peut-être mieux de les exprimer maintenant, Béatrice Gibert. Moi, j'ai longtemps eu cette représentation, mais à t'écouter, je pense qu'elle n'est pas juste. Je me suis dit que l'Inde était capable de gérer une grande pluralité de peuples, pluralité de langues, pluralité de religions, qu'elle avait une part de sa population qui était capable de s'exprimer en parfois deux langues et souvent trois, et que dans la mondialisation, c'était sans doute un atout tout à fait exceptionnel. Et qu'en plus, le fait que ce soit une nation dans laquelle on puisse débattre, sans dire forcément que c'est la plus grande démocratie du monde, mais qu'on puisse débattre, c'est-à-dire confronter des idées, avoir des désaccords, avoir des élections régulières et qui sont des vraies élections, même si il n'y a pas de démocratie parfaite, et que ça ferait de l'Inde sans doute dans un laps de temps à venir qu'on ne pourrait pas définir, la vraie grande puissance dans une mondialisation, car les contradictions internes de la Chine, il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, elle arrive à les gérer. Donc, est-ce que cette représentation-là est une représentation qui n'a aucun fondement et qui est plutôt naïve, ou est-ce qu'effectivement, il y a des atouts que l'Inde n'a pas, qu'elle a déjà, mais qui, pour des raisons de croissance économique insuffisante, n'a pas encore pu développer pleinement? Alors Jean-Luc Lassine, le nain politique et la gestion des contradictions. Oui, non, je pense que la description faite que tu viens de faire est tout à fait valable et pertinente. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a deux paramètres qu'il faut avoir en tête. Le premier, ça reste quand même la vraie différence de poids économique entre l'Inde et la Chine. Ce qui veut dire, concrètement, que la Chine a les moyens de développer une influence qui s'appuie pas nécessairement sur l'exemplarité d'un régime communiste dont on se demande ce qu'il a encore de communiste du reste, à part le nom du parti. Le parti. Oui, et l'organisation de la sécurité publique, pour parler poliment. Mais pour le reste... on sait qu'aujourd'hui, les grands hommes d'affaires chinois deviennent membres du Parti communiste parce que ça permet... Bref. Mais pour mener une politique étrangère, et a fortiori une politique globale, d'influence, je ne dis pas forcément de puissance, mais d'influence, si c'est la puissance, il faut de l'argent. Et là, de ce point de vue-là, il est clair que la Chine dispose infiniment plus que l'Inde des ressources pour développer son influence. On le voit avec donc le projet pharaonique de Xi Jinping des routes de la soie continentale et maritime. Mais quand on regarde de près les situations géopolitiques, on le voit aussi, pensons aux derniers troubles aux Maldives, paradis tropical, archipel, mais pourquoi le président de la République, qui était en délicatesse avec beaucoup de corps constitués, a-t-il tenu? Parce que les Chinois étaient derrière. Donc on peut multiplier de tels exemples.
Et de ce point de vue-là, le cas des Maldives paraît, évidemment, c'est un confetti au milieu de l'océan, mais c'est significatif, parce que c'était traditionnellement la zone d'influence de l'Inde. Et l'ancien président des Maldives, qui avait été évincé par son successeur, a lancé des appels du pied répétés à New Delhi. Faites quelque chose. New Delhi n'a rien fait, même si New Delhi est dirigé par un gouvernement nationaliste qui est soucieux de fourbir son image. Donc tout ça est quand même très, très significatif. Et en même temps, ce qui me paraît tout à fait représentatif de l'ordre mondial d'aujourd'hui, c'est que, mais on y reviendra peut-être si on s'arrête un moment plus précisément sur les relations entre l'Inde et la Chine, à part quelques cas de figure, Bachar al-Assad en étant un. Dans beaucoup d'autres cas, tout le monde parle avec tout le monde. Les Indiens passent leur temps à parler avec les Chinois, en réalité. Même s'ils sont dans une vraie compétition, mais c'est une compétition de l'ordre... ça balance entre compétition, coopération, en essayant d'éviter une confrontation directe, même s'il y a des incidents frontaliers. Donc ça c'est le premier point. Les moyens de la puissance dépendent quand même largement des ressources dont on dispose. Et là, le déséquilibre est non seulement frappant, mais il s'accroît. Alors peut-être que d'ici 20 ans, il s'atténuera, mais pour le moment, il continue à s'accroître. Le deuxième paramètre que je voulais souligner, c'est celui de la pertinence ou pas d'un modèle politico-social. Moi, ça fait quand même peut-être 25 ans ou 30 ans que j'entends l'argument en disant « oui, mais la Chine... finalement, ça ne tiendra pas, alors que l'Inde, ce sera un modèle attractif, la démocratie, le débat, les diasporas, la diaspora indienne aux États-Unis est particulièrement puissante, puissante aux États-Unis même, et puissante pour venir au secours en cas de besoin du régime actuel. Mais là, on est face à une interrogation sur ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Est-ce que le modèle démocratique est toujours aussi séduisant qu'avant face à la montée des nationalismes et des autoritarismes ? Alors, on peut dire que l'Inde d'aujourd'hui est à la fois une démocratie parlementaire, portée par un gouvernement assurément nationaliste qui peut avoir certaines tentations autoritaires. Là, la vraie question sera de savoir que se passera-t-il en 2019 lors des prochaines élections générales indiennes. Est-ce que Narendra Modi sera reconduit comme il le souhaite, comme il l'a souhaité depuis le premier jour? Et est-ce qu'il sera reconduit dans la position qui était la sienne aujourd'hui avec un parti qui a à lui seul la majorité à la chambre basse du Parlement, ou bien est-ce qu'il sera reconduit, mais au sein d'une coalition lui liant un peu les mains? C'est important parce que s'il devait bénéficier de la même situation politique dont il a joui depuis 2014, là on pourrait avoir une évolution du régime. Vers une affirmation plus forte du nationalisme, mais ça laisserait de côté, et d'un nationalisme hindou, c'est-à-dire d'un nationalisme au bénéfice de la majorité de la population. Il ne s'agit pas ici de rites. Il se fiche complètement de savoir si les gens vont au temple ou n'y vont pas. La vraie question, c'est une question identitaire. On aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus. Mais en tout cas, l'espèce de modèle que Nehru avait voulu mettre en place. Il faut se rappeler que le discours inaugural de l'Inde indépendante fait par Nehru au Parlement indien dans la nuit du 14 au 15 août 1947 faisait, plus qu'une allusion, faisait une référence claire à ce que l'Inde indépendante allait être aussi d'une certaine façon un porte-flambeau et
ayant une vocation universelle. C'était quand même le premier grand pays décolonisé du siècle. Aujourd'hui, on est évidemment un peu loin de cela, même si, sur des bases idéologiques complètement différentes, on entend un nouveau discours, mais qui est l'écho du précédent, mais sur des bases distinctes, où l'Inde a vocation à être le gourou du monde. Mais le gourou du monde, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est imposer une certaine lecture de l'histoire, une relecture de l'histoire en réalité, pour rappeler, comme les ultras le disent, que l'Inde a tout inventé, l'aviation du temps des Védas, et la chirurgie, etc., au-delà de ce qu'a été effectivement l'apport scientifique indien considérable de l'Inde antique. Mais derrière tout cela, gourou du monde, ça peut aussi vouloir dire, de façon moins provocante, une nation disposant d'une élite maîtrisant le numérique, ayant une diaspora, encore une fois, donc s'étendant de Singapour à l'Australie, jusqu'aux États-Unis, en Europe et aussi en Afrique. Cette ambiguïté est cultivée délibérément, mais en même temps, les mots ont un sens. Quand on dit gourou du monde, on voit bien qu'on renvoie à une tradition idéologique. Et il y avait un autre exemple qui n'a pas été nécessairement souligné, mais qui, moi, m'a semblé intéressant, lors de la COP 21. On se demandait ce qu'allait être la position de l'Inde, parce qu'elle a contribué au basculement favorable. Narendra Modi et son ministre de l'Environnement sont venus à Paris avec une brochure qui expliquait pourquoi, mais bien entendu que l'Inde rejoint la COP 21, puisque l'Inde a dans ses gènes cette philosophie qui ne dissocie pas l'homme de la nature, et avec un vocabulaire puisant dans la philosophie hindoue, pour expliquer, dans des termes complètement différents de ce que pouvaient être les analystes venant du monde de l'environnement, des spécialistes du climat, cette dimension philosophique remise régulièrement en avant par le pouvoir actuel, ce pouvoir la cultive en quelque sorte comme étant un signe positif pour la puissance indienne à l'avenir. Marc-Olivier Padis. Oui, je voulais vous interroger précisément sur ce point et en particulier sur l'évolution du Premier ministre Modi. Vous avez rappelé que l'idée de l'Inde défendue par Nehru, c'était très universaliste. Béatrice a parlé de cet atout incroyable de la pluralité à l'intérieur de l'Inde. Mais ce qui était inquiétant avec le développement de ce parti BJP, c'est que c'était un parti très offensif, avec une rhétorique parfois violente, très hindouiste, assez exclusiviste, et même à certains moments où localement extrêmement agressif vis-à-vis des populations musulmanes indiennes. Et donc, quand il est arrivé au pouvoir, on se demandait ce qui allait se passer, puisque en changeant de position, il n'était pas forcément possible de garder cette rhétorique identitaire très, très agressive, très forte. Donc comment, en quelques années, Modi a-t-il évolué au pouvoir ? Alors, il faut rappeler qu'il a gagné la campagne électorale en laissant relativement de côté ce versant idéologique pour mettre en avant les problématiques de développement. Alors, on peut dire qu'il n'avait pas vraiment besoin d'en rajouter sur ces paramètres idéologiques, puisque tout le monde savait d'où il vient. Il est tombé tout petit dans le nationalisme hindou. Il a été, avant d'être un responsable local, puis national du BJP, il a été membre très jeune de ce qu'on appelle l'Association des serviteurs de la nation, le RSS, qui est vraiment la matrice idéologique du nationalisme hindou, qui répète
constamment qu'elle n'est pas un mouvement politique, et c'est vrai parce que ce qu'on appelle la famille nationaliste hindoue, le Sangh Parivar, ça va inclure donc comme matrice ce RSS d'une part, mais le BJP d'une certaine façon on est le bras politique, il va y avoir des bras syndicaux, il va y avoir des organisations pour les femmes, et il y a même une organisation pour les musulmans. Le Front National peut mettre en avant un musulman. Les nationalistes hindous ont aussi une structure pour les musulmans. Et ils ont même 2 ou 3 ministres musulmans dans le gouvernement. Mais à peu près tous les analystes sont d'accord pour dire que l'ampleur de sa victoire, alors cela dit, c'est une victoire avec 31% des voix. Mais il faut toujours se rappeler que l'Inde, c'est un système électoral qui se joue en une fois. Il n'y a qu'un tour. Oui, c'est comme Autrement le système dit, britannique. voilà, c'est le système britannique. T'arrives le premier, tu gagnes. Si vous n'avez que 19% des voix, mais que tous les autres ont 16, 15, 12 et 3, vous êtes le premier. Donc là, avec 31% des suffrages exprimés, ils ont eu plus de 50% des sièges. Ça, c'est important pour la stabilité du gouvernement, mais c'est aussi important pour répondre à votre question, parce que, évidemment, dans cette position politique privilégié, ça faisait à peu près 30 ans que l'Inde n'avait pas eu un gouvernement en disposant d'une telle majorité à la Chambre basse, pas à la Chambre haute. Les radicaux de cette famille nationaliste hindoue disent, mais maintenant, c'est le moment. Le discours électoral a mis en avant le développement pour tous. Enfin, fondamentalement, nous sommes vainqueurs, nous sommes au pouvoir, et donc il faut mettre en œuvre ce programme donc au bénéfice de cette majorité hindoue qui a été abaissée d'abord par les conquêtes musulmanes, puis abaissée par le colonialisme britannique, etc. Donc ça fait partie du discours. Avec aujourd'hui, de la part des idéologues les plus aiguisés, une critique acerbe de l'Inde de Nehru. Nehru a disparu. Dans le discours officiel, il n'existe plus. Alors, Gandhi, oui, mais Gandhi, l'ambiguïté de Gandhi sur l'hindouisme, il est récupérable. Un homme fort du Gujarat, qui était le bras droit de Nehru, Patel, qui a fait l'unité des États princiers avec l'Inde, lui aussi, alors que Patel n'était pas véritablement favorable au RSS et aux ancêtres du BJP, mais Nehru disparaît complètement. Pourquoi ? Alors on peut dire qu'il disparaît parce que, évidemment, rendre un hommage à Nehru, vu la façon dont le parti du Congrès fonctionne dans un lien dynastique, ça serait faire rejaillir un peu de la gloire néhruvienne vers l'opposition menée par le parti du Congrès aujourd'hui, mais surtout parce que les idéologues du nationalisme hindou considèrent que Nehru a trahi la véritable idée de l'Inde, que Nehru, en fait, c'était un Britannique dans des oripeaux indiens. Et que c'est aujourd'hui, avec Narendra Modi, que le peuple indien redécouvre sa véritable identité, qu'il se reconnaît dans les décisions du gouvernement. Ça, c'est le discours des idéologues. Et donc, la période décisive de l'Inde post-coloniale, de l'Inde indépendante, on veut aujourd'hui essayer de la réécrire. Reste ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les pratiques qui essaient de fonctionner sur 2 niveaux. Elles essaient de fonctionner sur le niveau idéologique et elles essaient de fonctionner sur le niveau politique. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans certains États où il y a une forte minorité musulmane, si une élection ne s'annonce pas très bien, on peut peut-être avoir un avantage à créer une émeute communautaire, comme on dit en Inde. Ça va permettre de cristalliser les identités et éventuellement de faire balancer ne serait-ce que 5% de l'électorat du bon côté, entre guillemets. Mais ça va évidemment au-delà de ça.
il y a tout un arsenal thématique dont je peux vous donner donc rapidement de brefs exemples. Il y a ce qu'on appelle le love djihad, le djihad de l'amour. Le djihad de l'amour donc est dénoncé par les turiféraires les plus résolus de la cause nationaliste hindoue pour attaquer les jeunes musulmans qui convolent ou qui ne convolent pas, avec de jeunes hindous, puisque derrière ces histoires d'amour, ou pas, mais en tout cas derrière ces histoires de couple, il y a un soupçon qui plane. Ce jeune musulman séduit cette jeune hindoue pour la convertir. C'est une stratégie générale de conversion. Il y a, dans un registre proche, les campagnes menées de longue date contre les conversions, alors que la Constitution indienne reconnaît le droit au discours religieux et à la conversion, excusez-moi, pour dénoncer ce qu'étaient les pratiques chrétiennes et éventuellement islamiques de conversion, généralement les conversions plutôt jouées en faveur des basses castes. Mais comme la conversion, d'une certaine façon, est tabou, on a vu depuis l'arrivée de Modi au pouvoir des groupes qui ne viennent pas forcément du BJP. Hein, c'est un monde. Il y a une foule d'institutions, certaines beaucoup plus radicales, qui mènent la politique de ce qu'on appelle le retour à la maison. Le retour à la maison, c'est venir avec un petit bataillon d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'hommes, dont quelques gros bras, dans les villages ou dans les quartiers où il y a des chrétiens ou des musulmans, dont la plupart d'entre eux sont des convertis depuis 2 ou 3 générations, en leur disant « mais revenez à la maison, revenez dans l'hindouisme ». Là, c'est pas forcément de la violence physique, mais c'est une pression qui est faite. Donc on pourrait multiplier les exemples comme cela. Mais ma question c'est, est-ce que Modi s'est distancié par rapport à ses idéologues les plus extrémistes du BJP ou Modi, c'est un fin politique. Donc sa position sur ces questions est très simple. 1, il ne dit rien. C'est pas lui, c'est l'association Intel, c'est ceci, c'est cela. Et quand les médias ou l'opinion commencent véritablement à trouver que trop c'est trop, alors là il intervient. Et il intervient pour dénoncer les excès. Et parfois pour dénoncer les excès avec un discours qu'on ne peut qu'applaudir. Donc c'est une stratégie qui est bien établie, qui fonctionne quand même inégalement. Mais on voit bien que cette dichotomie, c'est la clé du régime actuel. C'est-à-dire que quand on veut être un parti de gouvernement, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Mais comme il ne s'agit pas seulement d'un parti de gouvernement, mais d'un mouvement idéologique dans lequel il y a des dizaines d'organisations, ça peut toujours être telle organisation qui mène telle action contre les musulmans ou contre ceci ou contre cela. Et à ce moment-là, quand il faut véritablement les condamner, le Premier ministre va dire, par exemple, on ne peut pas envisager d'opération de violence, c'est une trahison par rapport à la noble cause, etc. Donc ça marche tant bien que mal, mais on peut évidemment se demander si ça continuera à fonctionner longuement, et c'est un des enjeux de la prochaine campagne électorale, les prochaines législatives de 2019. Est-ce que, face à ces pratiques, l'opposition complètement éclatée entre des grands partis comme le Parti du Congrès et des partis régionaux, mais qui peuvent être très puissants localement, est-ce que tout ce monde disparate, qui s'est souvent battu politiquement les uns contre les autres, est-ce qu'ils vont réussir à créer une coalition
avec comme seul objectif de faire battre le BJP. Et s'il s'agit de faire battre le BJP, ça sera sur 2 points. Ça sera sur ces questions-là, en disant le BJP est un parti qui divise par rapport à l'image de l'Inde évoquée tout à l'heure, où par définition l'Inde, elle est multiculturelle. Et puis il y aura une question socio-économique, là on revient à ce qu'était le premier point abordé. Qu'est-ce que Modi a fait, pas seulement pour l'économie, mais pour la clé électorale? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'emploi? Et là, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Vous avez évoqué la pénétration souvent ancienne de l'islam et du christianisme dans les basses castes, mais ça amène à poser la question de l'importance, ou de ce qui reste de l'importance de ce système de castes dans l'Inde d'aujourd'hui. Certes. Oui, mais c'est une question qui est absolument incontournable. Il y a une évolution marquante qui est claire depuis des dizaines d'années maintenant, c'est que la hiérarchie de castes, donc qui s'appuie sur des fondements, je dirais presque théologiques, sont les lois de Manu, c'est millénaire, etc., affirme la légitimité d'une certaine hiérarchie selon les mérites. Donc c'est la loi de la réincarnation. Si on est intouchable, c'est de votre faute. Fallait vous conduire mieux dans l'existence précédente. Bon, je caricature évidemment. Mais ce qu'on a vu depuis, ça a pu commencer un peu avant l'indépendance et ça s'est poursuivi après. C'est une politisation de la caste. La caste est devenue un organe qui peut, se dotant d'une organisation spécifique dans la société civile, être un mouvement de défense des intérêts de telle ou telle caste, moyenne ou basse, voire devenir un parti politique. Et dans l'Uttar Pradesh, le plus grand des États indiens, 200 millions d'habitants, s'il vous plaît, on a vu une leader dalit, c'est-à-dire le nom aujourd'hui politiquement correct de ceux qu'on appelait jadis intouchables, qui là est un terme totalement politiquement incorrect. Dalit, c'est un terme de la langue marathi qui veut dire l'écraser, c'est-à-dire que dalit, c'est une autodéfinition des castes les plus basses. Et il y a eu un moment des Dalit Panthers en écho aux Black Panthers américaines, mais ça n'a pas longuement duré. Mais dans cet état d'Uttar Pradesh, Mayavati, origine Dalit, institutrice, célibataire, a dirigé plusieurs fois l'État. Bon, il y a eu 3 tentatives où ça n'a pas vraiment duré, et une fois où elle a fait un mandat complet, mais sans réussir pour autant à faire de son parti qui entendait aller au-delà des Dalits et associer aussi les basses castes et même parfois au-delà. Et c'est pas évident d'associer les basses castes et les Dalits parce que sur le terrain, le plus souvent, c'est pas forcément les propriétaires de haute caste et a fortiori les brahmanes qui sont en conflit ouvert. C'est les gens qui sont juste au-dessus d'eux, qui considèrent que les mesures qu'on a faites, réservation d'emploi, réservation de sièges dans les collèges, qu'on a faites pour les plus bas, finalement se retournent contre eux. Et donc on est aujourd'hui dans une Inde où c'est une course à ce qu'on appelle la réservation, c'est-à-dire en fait les quotas, la discrimination positive, où on voit des castes qu'on va dire moyennes sur le plan rituel, mais éventuellement puissantes sur le plan local, petits propriétaires fonciers, mais dont la masse tient une bonne part des terres, demander à bénéficier d'une réservation. Le pouvoir central a interdit d'aller au-delà de 50% de réservation, mais les États, en particulier dans l'Inde du Sud, qui avaient commencé ce mouvement, sont parfois à plus de 60% des réservations dans les emplois publics. Aucun gouvernement ne prendrait le risque de leur dire « attention, vous dépassez le seuil qu'on va appeler constitutionnel », parce que l'enjeu est fort. Donc la caste, oui, elle continue d'exister. Il y a une conscientisation incontestable au niveau des plus basses castes, qui se dotent donc de mouvements, mais ça peut être aussi des mouvements qui sont
éclatés ou concurrents, parce que quand on parle toujours les 4 grandes castes, en fait, c'est pas les 4 grandes castes, c'est les 4 grands groupes. Mais la caste, par définition, puisque traditionnellement elle est endogame, elle a une définition régionale. Donc on va voir dans tel État un parti politique des Dalits du nord de l'État et un autre parti du sud de l'État. Mais donc la caste, quand on regarde de près ce que sont les campagnes électorales, et donc le cas du Karnataka a été évoqué, tous les analystes pointus essaient de voir quel parti a réussi à maintenir son aura sur telle ou quelle caste ou à essayer de faire venir vers lui des gens qui traditionnellement votaient pour l'adversaire. Et certes, l'urbanisation, en partie, contribue à effacer un peu les castes, mais pas trop, parce que le cœur de la question, c'est avec qui on dîne. Et pas au restaurant d'entreprise, mais qui on va amener chez soi. Donc les choses évoluent, mais la caste reste un déterminant clé de la vie sociale et de la vie politique. François Bujon de l'Étang. Je voudrais revenir à la géopolitique et à la place de l'Inde sur la scène internationale, puisque le profil qu'a choisi l'Inde sur la scène internationale a beaucoup varié au fil des années. Après l'indépendance, l'Inde était proche de l'Union soviétique et pendant toute la période de la guerre froide, elle a joué un rôle soi-disant de non-alignement, mais qui penchait en réalité vers l'Union soviétique, avec qui la relation était étroite. Et puis Nehru, dont vous avez parlé, s'est efforcé de se poser comme l'inventeur du non-alignement, de Bandung, des Panchashila, des principes de la coexistence pacifique. C'est la spécificité indienne. Les choses ont changé ensuite quand l'Inde, alors évidemment l'Union soviétique a disparu de la scène en tant qu'Union soviétique, mais l'Inde s'est rapprochée des États-Unis. Et un des tournants les plus intéressants a été lorsque l'Inde est devenue une puissance nucléaire militaire et qu'elle a réussi ses essais nucléaires et qu'elle est devenue une grande puissance. Et c'est au fond l'administration Bush 2, Bush Junior, qu'on a toujours tendance à assimiler, bien entendu, avec le désastre de la guerre d'Irak et tout ce qui s'ensuit, qui a eu, vis-à-vis de l'Inde, une politique extrêmement constructive, au contraire. Et la normalisation de la relation américano-indienne peut être largement mise au crédit de l'administration Bush. Il a au fond passé l'éponge sur ce crime, ce péché originel de la prolifération nucléaire pour normaliser la relation avec un pays qui est apparu désormais comme reconnu de facto comme une puissance nucléaire militaire. Et depuis lors, l'Inde joue un rôle important dans la politique étrangère des États-Unis, qui cherche à faire pièce, bien entendu, à la Chine sur l'échiquier asiatique. Barack Obama était l'homme du pivot vers l'Asie-Pacifique, mais ça c'est fini maintenant, ça ne marche plus. Et avec Trump, il y a une tentative un peu balbutiante, un peu maladroite, pour créer ce qu'il appelle l'espace Inde-Pacifique, ce qui est un concept complètement nouveau dans lequel le centre de gravité de la politique américaine se déplace vers le sud. Il n'est plus dans le Pacifique et dans la mer de Chine, il évolue vers l'océan Indien et l'Inde serait le pivot d'une nouvelle politique qui permettrait d'embrasser la présence américaine dans une zone qui inclut toute l'Asie du Sud-Est et qui va jusqu'à l'Australie. Comment analysez-vous tout cela du point de vue indien ? Quelle est la réalité de ce nouveau partenariat indo-américain? L'Inde accepte-t-elle d'être un pion dans les querelles de l'Occident avec la Chine? Jean-Luc Racine. Non, elle n'accepte pas d'être un pion. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité de la politique étrangère entre le Parti du Congrès et le BJP. Il peut y avoir des inflexions, il peut y avoir des nouveautés. Mais fondamentalement, c'est l'ancien président congressiste, le président indien, c'est le président 4e République, qui, quand il était ministre des Affaires étrangères à la fin des années, au début des années 90, après l'effondrement de l'URSS, on lui avait posé, c'était à Londres, une question, maintenant qu'il n'y a plus l'URSS, alors le non-alignement. Il a dit, mais nous étions non-alignés contre 2 superpuissances, on est maintenant non-alignés vis-à-vis de la seule superpuissance qui reste. Bon, c'était une formule, mais c'est significatif. L'Inde cherche à pratiquer une diplomatie tous azimuts. Le problème qu'elle a aujourd'hui, et elle n'est pas la seule, c'est Trump. Parce que vous l'avez dit à juste titre à George W. Bush, a fait le pas que l'Inde attendait pour normaliser
il y a encore des contestations, mais en gros, pour normaliser son statut de puissance nucléaire militaire de facto reconnue alors qu'elle n'a pas signé le traité de non-prolifération, de bénéficier, contrairement à son voisin pakistanais qui est dans la même position, de bénéficier de la possibilité d'avoir un commerce nucléaire civil. Ça ne marche pas très bien, mais en théorie, la possibilité est là. Il faut rappeler quand même que tout ça a été possible parce que Paris, Moscou et Londres étaient derrière. Mais il fallait que les Américains soient à la manœuvre pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, et donc c'est tout neuf, le point que je vais souligner. Chez les analystes indiens, il y a une interrogation consécutive à la dernière rencontre, ce qu'on appelle le sommet informel entre Narendra Modi et Xi Jinping à Wuhan, dans la Chine centrale. C'était il y a quelques semaines, pour essayer de redémarrer sur de meilleures bases les relations sino-indiennes, après un face-à-face le long de la frontière près du Bhoutan, de la Chine et de l'Inde, le Sikkim, en juin-juillet. J'observe quand même que 73 jours de face-à-face, il n'y a pas eu un coup de feu de tiré. C'est très codé, les relations sur la frontière contestée. Peu importe. Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est est-ce que finalement, l'Inde, qui commence à avoir certains problèmes avec les États-Unis en raison du protectionnisme américain, en raison de la sortie des États-Unis de l'accord sur le climat, c'est moins grave géopolitiquement, mais sur l'Iran, parce qu'il faut bien voir qu'un des axes de la politique étrangère indienne passe par l'Iran pour avoir accès à l'Afghanistan. Donc c'est les investissements indiens dans le port de Chabahar, sur la côte sud de l'Iran, parfaitement parallèle par rapport à la frontière irano-pakistanaise avec les investissements chinois dans le port de Gwadar. Et il y a une interrogation. Est-ce que l'Inde va continuer à mettre en œuvre l'accord tripartite Inde, Afghanistan, Iran s'il y a des sanctions américaines? C'est une des questions, il y en a d'autres. Donc, inversement, l'Indo-Pacifique, qui est au départ un concept géopolitique lancé par les Australiens, alors qui évidemment conforte les Indiens dans leur vision, c'est une façon de répondre à la présence chinoise accrue dans l'océan Indien, même si la présence indienne dans le Pacifique est relativement modeste. Si elle s'appuie sur le Vietnam, elle a créé un accord, un forum avec les États insulaires du Pacifique il n'y a pas très longtemps. Mais surtout là, la chose à observer, c'est ce qu'on appelle le Quad, le quadrilatéral, qui pourrait réunir Japon, États-Unis, Australie, Inde, ce que Shinzo Abe appelait de longue date le concert des démocraties. L'Inde a toujours été très méfiante vis-à-vis de ça. Elle a maintenant des manœuvres navales, militaires régulières avec les États-Unis et le Japon. L'Australie frappe à la porte. On lui dit non, pour ne pas être un membre permanent de ces opérations, de ces manœuvres navales. Pourquoi ? Parce que la thèse de Narendra Modi qu'il a exprimée lors de la dernière grande conférence Shangri-La à Singapour, qui est vraiment le grand forum pour l'Asie-Pacifique, dit le quadrilatère n'a pas une vocation stratégique. Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, le protectionnisme de Trump, sa politique de sanctions, les points d'interrogation sur les visas pour les ingénieurs indiens voulant aller aux États-Unis, l'Inde ne va pas tourner le dos aux Américains. Mais elle va, à mon sens, revenir plus activement que jamais vers cette diplomatie tous azimuts et essayer de voir ce qui peut être fait avec les Chinois. Une dernière question, il nous reste malheureusement peu de temps, qui porte sur les relations entre la France et l'Inde. Le récent voyage d'Emmanuel Macron a fait couler beaucoup d'encre et surtout fait diffuser beaucoup de photos. On a parlé de l'importance des contrats qui ont été signés, mais qu'en est-il au juste ? Alors, la relation franco-indienne est très bonne depuis Jacques Chirac. Depuis la visite de Chirac en 1998, avant les essais nucléaires indiens,
Chirac avait maintenu une visite alors que le gouvernement était tombé. Beaucoup de ses confrères avaient dit bon, je ne vais pas à Delhi. Lui avait dit moi je ne vais pas à Delhi pour rencontrer le Premier ministre intérimaire, je vais à Delhi pour rencontrer l'Inde. Ça avait été très apprécié. Et la position française sur les essais nucléaires avait été appréciée. Bien sûr, la France a condamné. Mais en sous-main, on commençait déjà à préparer ce que pourrait être un accord sur le nucléaire civil. Ce que les Indiens reprochent aux Français, c'est qu'ils aimeraient une présence économique plus forte. Et là, on retombe sur la volonté indienne de faire venir des investissements étrangers. Si on regarde la visite d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit de façon assez significative qu'il y a l'accord, la déclaration bilatérale générale et 2 autres documents au terme de sa visite. Un, pour mettre en avant l'Alliance solaire internationale, qui est un projet qui a été porté par l'Inde et par la France, et la visite de Macron, c'était pour inaugurer cela, entre autres. Et le deuxième document, distinct, mais significatif, c'est l'accord logistique maritime signé entre la France et l'Inde qui ouvre les bases françaises de l'océan Indien à la marine indienne. Alors ça, si vous permettez, c'est une des illustrations du partenariat stratégique franco-indien. Absolument. Nous aimons à utiliser ce titre et il a été magnifié, si j'ose dire, pendant la visite de M. Macron. Oui, parce que dans beaucoup de cas, partenariat stratégique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ici, il y a une dimension stratégique, outre le fait, évidemment, que la France est un fournisseur d'armes notable pour l'Inde, qui, vous l'avez rappelé, est devenu le premier importateur d'armes au monde. Oui. Très bien. Écoutez, je vous remercie de nous avoir éclairé sur ce pays. Restez de nombreuses questions. L'une d'entre elles, mais vraiment, je crains qu'en 1 minute 47, vous ayez peu le temps d'y répondre. C'est un mystère de savoir quel est le rapport entre le caractère fédéral de avec des États extrêmement importants, avec des États qui sont très distincts par mille raisons, et le fait que tout ça n'en fait pas moins un pays. Mais peut-être avez-vous une sorte de réponse magique, en tout cas magique en par sa 65 durée. secondes, je dirais que l'Inde, ce ne sont pas les États-Unis de l'Inde, c'est le pouvoir central qui domine. Et la Constitution définit précisément ce qui ressort du pouvoir central, du pouvoir des États et ce qui est partagé entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de friction, mais le préambule de la Constitution indienne, en 3 mots, ça commence par « nous, peuple de l'Inde » au singulier. Je vois qu'on peut en effet répondre à des questions compliquées en un petit nombre de secondes. Jean-Luc Racine, merci. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour une nouvelle émission thématique. Je rappelle donc que ces émissions thématiques sont soutenues financièrement et moralement par le groupe d'assurance MMA. Ces émissions sont préparées avec Valentin Petit. C'est Nicolas Tourneau qui est aux manettes de notre site. Et la documentation est faite avec les élèves de l'école alsacienne. Maxime Olivier et Thibaut Delage du studio L'Arrière-Boutique assurent l'enregistrement de nos émissions. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes en assurent la production. Notre site www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr vous donne tous les renseignements que vous pouvez souhaiter, notamment sur les publications de notre invité. Et pour le reste, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour l'ultime émission de notre série des thématiques d'été. Ultime émission qui sera consacrée à l'exploration de la galaxie zadiste avec Sandra Laugier, philosophe de formation et qui s'est intéressée à cet univers.